Bonjour à tous et bienvenue dans Futur Mag. Aujourd'hui, nous sommes dans les rues enneigées de Berlin où, comme d'habitude, nous partirons à la rencontre de ceux qui inventent le monde de demain. Bien entendu, vous pouvez nous suivre sur arte.tv/futurmag et réagir sur les réseaux sociaux grâce au hashtag de l'émission. Sans plus tarder, le sommaire avec les 3 temps qui rythment le magazine, hommes, terre, objets. Cette semaine, Futur Mag s'envole pour l'Allemagne et sa capitale, Berlin. Concevoir, fabriquer ou réparer des objets grâce à une imprimante 3D, c'est maintenant possible. Nous découvrirons le principe de fonctionnement de ces machines, leur potentiel et tout ce qu'elles pourraient changer à nos habitudes. Elle dépose le fil rythme de la tête d'impression sur une première couche, puis quand celle-ci est terminée, elle en pose une deuxième par-dessus. Puis, direction la France et l'Espagne, où nous nous pencherons cette fois sur des organismes aux propriétés étonnantes, des microalgues que l'on pourrait bientôt retrouver dans les réservoirs de nos voitures. Là, maintenant, le moteur récupère le biocarburant ici. Ça fonctionne très bien, hein, parfaitement. Et enfin, nous partirons à la rencontre de Bertin Naum. Cet ingénieur français est en train de révolutionner le monde de la médecine en créant des robots chirurgiens. Travailler aux côtés de chirurgiens, d'infirmières, etc. a été une vraie révélation pour moi, une vocation. Pour notre rubrique objet, nous sommes dans les murs d'une entreprise qui propose à ses clients un service d'impression 3D. Fabriquer des objets réels à partir d'un modèle informatique est une petite révolution car aujourd'hui, loin d'être réservé aux industriels et aux spécialistes, l'impression 3D est en train de devenir accessible à tout le monde et ça, vous allez le voir, ça change la donne. Nous sommes à Berlin. Cette galerie marchande abrite un magasin un peu particulier, Botspot. Ce concept store unique en son genre en Allemagne a ouvert ses portes en novembre 2013. Il vend des imprimantes 3D, mais pas seulement. On y imprime aussi toutes sortes d'objets sur place. À l'origine de cette idée, Thomas Strenger. Ce journaliste scientifique s'est découvert il y a un an une passion pour cette innovation révolutionnaire. Lorsque j'ai découvert cette technique de l'impression 3D, j'étais tellement enthousiaste à l'idée qu'on pouvait tout d'un coup avoir dans la main un outil qui permet de construire des objets très compliqués, que je me suis dit, il faut ouvrir un magasin pour pouvoir montrer aux gens comment ça marche. En effet, le terme imprimante peut induire en erreur. Imprimer en 3D revient en fait à fabriquer un objet d'un seul tenant, en superposant des couches de matière. On parle de fabrication additive. Les imprimantes que vend Botspot fonctionnent presque toutes selon le même système. L'impression par dépôt de matière fondue. Ici, c'est du plastique. Nous imprimons ici la lampe d'un designer. Le principe est toujours le même pour ce type d'imprimante. Le matériel qui est délivré par ici est le fameux filament. C'est un plastique qui est donc conduit par ce tuyau jusque dans cette tête. Et vous voyez derrière, il y a un petit radiateur qui chauffe jusqu'à 220 degrés. Cela ramollit le plastique qui devient presque liquide. Et là-dessous, il y a une toute petite tuyère de 0,04 mm de diamètre. Elle dépose le fil rythme de la tête d'impression sur une première couche, puis quand celle-ci est terminée, elle en pose une deuxième par-dessus. Cette technique d'impression fonctionne donc à la manière d'un pâtissier. Comme avec une poche à douille, l'imprimante dépose des couches de matière préalablement fondues. La tête d'impression dessine la base de l'objet et le construit couche par couche en remontant jusqu'au sommet. Pour l'heure, Botspot propose 5 gammes d'imprimantes grand public. En effet, la taille de la tête d'impression ou l'articulation de la structure peuvent influer sur l'épaisseur des couches et la finesse des détails. La qualité de l'impression se reflète dans le prix. Les imprimantes très bas prix, à 200 €, impriment de manière beaucoup moins précise que les imprimantes qui coûtent 2300 €. Depuis son ouverture, Botspot a vendu une douzaine d'imprimantes. Un bon début pour ce magasin, dont 70% de l'activité est cependant consacrée à la conception et à la fabrication d'objets sur place. Lampes de designer, maquettes pour architectes, ou bien encore des objets du quotidien. Et aujourd'hui, Thomas Strenger reçoit une cliente. Une pièce de sa machine à café est cassée. J'ai entendu parler de ce magasin à la télévision
Et j'ai pensé que ce serait la solution parce que cette pièce est devenue introuvable. Notre graphiste spécialiste de la 3D va d'abord devoir le modéliser sur un ordinateur et ensuite nous pourrons l'imprimer. Pour imprimer un objet, il faut en effet partir d'un modèle numérique en 3 dimensions conçu par un ordinateur. Pour cela, Thomas fait appel à Alex, un designer spécialisé dans la modélisation 3D. Est-ce que c'est faisable? Oui, je peux le faire. Pour modéliser cet objet, Alex prend toutes les mesures, diamètre, rayon et longueur. À partir de ces données, il élabore un croquis en 2 dimensions sur son ordinateur. Alex le convertit ensuite en 3D, puis l'enregistre sous un format standard utilisé par toutes les imprimantes 3D dans le monde. Voilà, la pièce est terminée. Pour l'imprimer, nous devons encore la décomposer en plusieurs couches. Ce programme le fait automatiquement. On a là en tout 96 couches. Et je remonte progressivement. Si ce fichier numérique est un prérequis indispensable à l'impression d'un objet 3D, il existe aujourd'hui 3 méthodes pour se le procurer. Des sites internet, avec des modèles prêts à imprimer, un scanner 3D qui numérise l'objet directement en 3 dimensions, ou pour les plus doués comme Alex, la conception sur mesure. L'ordinateur codifie la position et la forme de l'objet, et toutes ces informations sont envoyées à l'imprimante qui peut alors le fabriquer. Pour cette pièce en plastique, il faut compter une 30aine de minutes. Coût de cette impression avec modélisation, 42 €. Toujours moins cher qu'une cafetière neuve. Je suis très satisfaite. Nous l'avons même renforcée en son milieu. Et si jamais elle se cassait de nouveau, nous gardons les données numériques. Il suffira donc juste de la réimprimer et ça vous coûtera 12 €. Est-ce que nous pouvons tout imprimer? Évidemment non. Avec nos imprimantes à filaments, nous ne pouvons imprimer que des produits en plastique. Et nous avons également une limite de taille. Tout ce qui va au-delà de 35 cm de hauteur, nous ne pouvons pas encore le faire. Et c'est pareil pour des pièces qui se mesurent en millimètres. L'impression 3D grand public est encore à ses balbutiements. Mais pour les technophiles avertis, une start-up va plus loin que Botspot. Elle organise chaque mois un atelier pour apprendre à fabriquer soi-même son imprimante. Les participants d'univers très différents ont en commun la fascination pour l'impression 3D et un goût certain pour la difficulté. En règle générale, la plupart des participants ont un métier technique. Nous avons beaucoup d'ingénieurs, mais cela dit, nous avons aussi des gens qui font ça par hobby. Je dirais que c'est moitié-moitié. Cette start-up fournit aux passionnés un kit prêt à assembler et les encadre pendant 2 jours. Le tout pour 960 €. Un avantage à la fois économique et pratique pour Mathias. Technicien en téléphonie, il voit dans cet atelier l'occasion de s'approprier cette innovation pour ses loisirs. Participer à ce workshop me permet d'acquérir tout le savoir technique. Du coup, je sais comment cela fonctionne et je peux mieux m'en servir. Dans mon métier, je construis des antennes, je mets en marche des réseaux téléphoniques. Il y a 1 an, j'ai vu pour la première fois une imprimante 3D. Je me suis dit, ce serait bien de pouvoir se créer ses propres pièces. Une fois les différentes pièces assemblées, place aux essais. Les participants s'initient aux logiciels informatiques pour créer leur fichier 3D. L'imprimante va-t-elle vraiment fonctionner ? C'était censé être une vis et un boulon. Cela n'a pas vraiment marché, mais bon, on est sur la bonne voie. Quelques réglages sont donc encore nécessaires pour faire une bonne impression. Loin de ces férus de technologie, c'est avec un autre procédé que Botspot propose à ses clients une impression des plus ludiques. Une petite figurine à son effigie pour 200 €. Avant d'imprimer ses répliques, passage au scanner obligatoire. Ici, 64 appareils photo mitraillent la silhouette. L'image traitée par ordinateur est envoyée à l'imprimante. Mais cette fois, Thomas Strenger utilise un procédé jusqu'alors réservé à l'industrie, l'impression par liage de poudre. La matière brute est une poudre de plâtre.
Contenue dans un bac, elle est fixée couche par couche grâce à un jet d'encre, combiné à de la colle, qui suit le tracé déterminé par l'ordinateur. Les avantages de cette technique, une plus grande précision et une impression directement en couleur. Comme un archéologue, je vais maintenant retirer la figurine de la poudre. Contrairement aux apparences, elle est en couleur. La figurine doit encore être nettoyée. Elle est recouverte de poudre, donc il faut la dépoussiérer. Et la voilà qui a retrouvé toutes ses couleurs. Eh bien, voilà la figurine. Avec ce photomaton du futur, nul doute que BotSpot saura convaincre petits et grands que l'impression 3D pourrait bien, un jour ou l'autre, bouleverser notre quotidien. Nous sommes maintenant dans la salle qui sert à scanner les gens et je suis en compagnie de Petra Fasterman. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit plusieurs livres sur l'impression 3D. Alors, pouvez-vous me dire s'il est vraiment possible de tout imprimer? Oui, on peut bel et bien tout imprimer. Et le champ des possibles s'élargira encore à l'avenir. On est par exemple capable d'imprimer des montures de lunettes, un objet de taille modeste et rudimentaire, grâce à une petite imprimante toute simple. On peut même d'ores et déjà imprimer des maisons. On peut imprimer des maisons? Oui, des maisons entières. Cette technologie existe déjà depuis quelques années et est appelée contour crafting. Elle fonctionne comme un système d'impression 3D normal, si ce n'est qu'elle nécessite une imprimante 3D géante de dimension supérieure à celle du bâtiment, cela va de soi. Mais le principe est le même. On envoie les données à l'imprimante 3D qui construit une maison entière grâce à un jet de béton et en seulement 24 heures. À terme, est-ce que vous pensez que chacun aura une imprimante à domicile, une imprimante 3D? Je ne crois pas qu'à l'avenir, chacun possédera sa propre imprimante 3D, même si cela se démocratisera. J'imagine en revanche que de plus en plus de fabricants se spécialiseront dans la confection personnalisée. Vous pourrez par exemple commander sur Internet des baskets sur mesure qui seront imprimées en fonction des paramètres que vous aurez spécifiés et vous seront ensuite livrés. De la customisation de masse, si je puis dire. Si on veut une figurine à son effigie, est-ce qu'on est obligé de venir dans une salle de scan comme ça? Pas forcément. Non, il ne sera pas forcément nécessaire de se rendre dans une salle de scan pour cela. Diverses alternatives existent dans le cadre privé, comme les scanners manuels. Ou bien encore, des applications de scan pour téléphone mobile que vous pouvez télécharger afin de vous modéliser et d'imprimer une figurine à votre effigie. La qualité est moindre, bien entendu, mais c'est une possibilité. Les internautes ont bien compris l'intérêt de cette technologie puisque certains d'entre eux ont monté des entreprises et ils vendent les objets qu'ils produisent avec leur propre imprimante 3D. L'imprimante 3D passionne les communautés web et les entrepreneurs ingénieux. À San Francisco, la start-up Pirate 3D a lancé en mai 2013 son propre modèle d'imprimante 3D pour les particuliers. Pour qu'il soit le moins cher, il a fait appel à la plateforme participative Kickstarter. Les premières commandes seront livrées au printemps 2014 pour un prix bas. D'autres startups se sont spécialisées dans la modélisation 3D des objets à imprimer. Makeys Lab, basé en Californie, propose ainsi aux enfants de concevoir, grâce à une application, la poupée de leurs rêves avant de l'imprimer sur mesure. Le fait de pouvoir répliquer des objets comme ça, est-ce que ça ne pose pas un problème de propriété intellectuelle, de copyright?
Oui, en Allemagne, la notion de droit d'auteur est rigoureusement appliquée. Et bien entendu, un problème se pose dès lors que les modèles d'impression sont mis en ligne et peuvent être copiés. Pour l'heure, les choses restent floues et on attend, à vrai dire, les premiers gros cas qui feront jurisprudence. Par sécurité, mieux vaut donc se cantonner à imprimer dans un cadre privé, car dès que l'on tombe dans le domaine commercial, les choses peuvent devenir bien plus dangereuses. Petra, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et vous pouvez réagir sur ce sujet en utilisant le hashtag de FuturMag. Nous sommes toujours à Berlin, mais au milieu des voitures, cette fois, pour notre rubrique Terre. Vous le savez, la réduction de la pollution est un des enjeux majeurs de la recherche scientifique et une des solutions envisagées est le recours aux agrocarburants ou biocarburants, de l'essence produite à partir des végétaux. Et aujourd'hui, nous en sommes à la 3e génération. On fait le point en animation. Les carburants usuels sont issus du pétrole, une source d'énergie fossile dont les réserves diminuent comme peau de chagrin. Les scientifiques planchent depuis longtemps sur une alternative, fabriquer du biocarburant à partir de végétaux. Les avantages sont nombreux. D'abord, les plantes sont des ressources renouvelables. On les récolte, on les replante à l'envi. Ensuite, les biocarburants sont moins polluants que les autres carburants. Pour la première génération, les industriels en ont fabriqué à partir de cultures de maïs, de canne à sucre, de soja, que du coup, nous ne retrouvions plus dans nos assiettes, car les terres cultivables destinées à l'agroalimentaire manquent déjà. Alors les chercheurs sont passés à la 2e génération. Ils ont utilisé un autre type de matière organique, les déchets végétaux. Sauf que les quantités de déchets ne suffisent pas. Alors, que faire? La réponse, les scientifiques l'ont trouvée au fond des mers avec les microalgues qu'on trouve en abondance. C'est ce qu'on appelle la 3e génération de biocarburants. Ces carburants 3e génération sont produits par des algues aux propriétés étonnantes. Et vous allez voir maintenant comment ingénieurs et scientifiques essayent d'exploiter ces organismes minuscules pour faire le plein et concurrencer le pétrole. Au port de Villefranche-sur-Mer, Hubert Bonnefond, jeune chercheur, et Jean-Yves, marin, partent en mer pour trouver des algues, mais pas n'importe lesquelles. Celles qui les intéressent permettent de fabriquer du carburant, car rouler à l'algue, c'est désormais possible. Ces algues sont microscopiques, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Pourtant, elles pullulent dans la mer, ce qui pourrait représenter une véritable manne énergétique. Pour les récolter, il faut s'éloigner de la côte, car elles sont en plus grande quantité dans les profondeurs. Là, mon petit Hubert, il est pas beau celui-là? Alors là, on vient de faire un filet de 50 microns à 75 mètres afin de concentrer les algues. De types d'algues qui existent, il y en a plusieurs millions, même si on ne connaît pas les nombres exacts. Et nous, ce qui nous intéresse, les espèces intéressantes pour les biocarburants, ça va être une petite vingtaine. Et si cette vingtaine d'espèces d'algues intéresse les chercheurs, c'est parce qu'elles sont très riches en lipides et qu'on peut donc en extraire de l'huile. Et l'huile, c'est la clé pour produire de l'algocarburant. Olivier Bernard est chercheur à l'INRIA. Il travaille depuis 20 ans sur les algues et leurs propriétés. Certaines microalgues sont dites oléagineuses, c'est-à-dire qu'elles peuvent contenir des proportions importantes de lipides. Certaines espèces peuvent contenir plus de 50% de leur masse en lipides. Et ces formes de lipides peuvent être transformées en biocarburants. Mais alors, comment peut-on obtenir du carburant à partir de ces micro-organismes? Hubert Bonnefond analyse l'échantillon prélevé en mer afin d'en isoler les algues. Elles sont ensuite placées en culture dans un photobioréacteur, un grand tube fermé éclairé, pour qu'elles continuent de croître et qu'elles produisent ainsi un maximum de lipides. Pour récupérer ces lipides, il suffit de les mélanger avec du solvant. Donc ici, ce qu'on vient de faire, c'est de séparer les différents constituants de la cellule, notamment pour avoir d'un côté les lipides qui nous intéressent et de l'autre côté les sucres et les protéines et autres constituants de la cellule qu'on n'étudie pas dans notre cas. Une fois le solvant évaporé, à l'aide de cette grosse machine, il ne reste que l'huile. Pour la transformer en carburant, il faut faire un peu de cuisine chimique.
On mélange cette huile d'algue avec de l'alcool à hauteur de 10%. Et on y ajoute un catalyseur, une substance qui va accélérer la réaction chimique. Au bout de quelques heures, on obtient de l'algocarburant. Ce carburant à base d'algues est plus respectueux de l'environnement que la majorité des carburants. Les cultures de microalgues sont fermées, on recycle les éléments nutritifs, donc les engrais ne partent pas dans les nappes phréatiques. Et tout ça nous incite à penser que la solution biocarburant issu de microalgues sera beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Autre avantage, comme les algues se nourrissent de CO2, leur bilan carbone est en théorie meilleur que celui des agrocarburants de première génération issus du colza ou de la canne à sucre. Le carburant aux algues n'aurait que des avantages, si ce n'est son prix. Le produire coûte encore très cher. Les prévisions qu'on a pu faire en imaginant des systèmes de production de microalgues à grande échelle nous amènent à des calculs de coûts qui seraient de l'ordre de 10 € le litre de carburant. Il y a un certain nombre de recherches qui doivent être menées pour faire baisser ces coûts. Ces recherches pour réduire le coût de production de ce carburant d'avenir doivent porter sur la culture des algues et sur le procédé d'extraction de l'huile, toujours très onéreux. Dans le sud de l'Espagne, à Chiclana de la Frontera, on a peut-être trouvé une solution. Pour faire baisser les coûts, on associe la production d'algocarburants au traitement des eaux usées. Ici, les microalgues sont récoltées pour produire du carburant sous forme de gaz, appelé biogaz. Dans ce récipient conique, on peut voir un échantillon de notre culture de microalgues. On peut voir qu'elles sont en train de sédimenter, ce qui nous permet de nous rendre compte de la concentration de microalgues dans notre bassin de culture. Et voici comment ça marche. On ajoute des algues aux eaux usées. En se développant, ces algues vont absorber du carbone et rejeter de l'oxygène. L'oxygène va favoriser l'apparition de bactéries qui vont dégrader la matière organique des eaux usées. L'eau, ainsi purifiée, est mise à part. Les microalgues et les déchets sont envoyés dans une cuve qui, elle, va les transformer en biogaz. Et c'est ce gaz, le méthane, issu de la dégradation des microalgues et des déchets, qui va servir de carburant. Je vais faire l'analyse du biogaz qu'on a récolté dans cette poche. Le premier pic, c'est le méthane. Et le deuxième, c'est du CO2. Ces proportions nous montrent que le biogaz que nous avons obtenu est de bonne qualité. Ce biogaz servira à alimenter les bus et camions poubelles de la ville à partir de 2015. Ce projet reste pour l'instant unique en son genre et il faudra encore patienter quelques années avant de trouver ce type de carburant vert à la pompe. Mais un biochimiste près de Bordeaux, Pierre Caléja, n'a pas voulu attendre. Il est le seul en Europe à avoir déjà roulé à l'algocarburant. Sa société étudie plus de 1300 souches d'algues pour identifier les espèces les plus productives. Voilà, alors regardez ça par exemple, vous voyez. Là, c'est magnifique. Là, il s'agit d'une colonie qui est pure à 100%. Après les poissons, les crustacés, on s'attaque à ces êtres qui ont une potentialité hallucinante en fait. Et on commence à peine. On lève tout juste le voile sur la production de ces êtres qui vont, moi je pense, peut-être pas révolutionner le monde, mais apporter vraiment beaucoup à l'homme. Ce biochimiste est un des rares à avoir déjà produit du carburant aux algues dans son laboratoire. On pourrait aujourd'hui exclusivement rouler à l'algocarburant. Si cela est possible techniquement, la législation en vigueur ne l'autorise pourtant qu'à hauteur de 7%, comme pour tous les agrocarburants. Il faut donc encore le mélanger au diesel. Donc là, ça c'est la partie déjà biocarburant que tu vas incorporer au diesel. Et ça, c'est ton huile sortie raffinage? Donc voilà, ça c'est elle est belle, brute qu'on obtient à partir de microalgues. Voilà. Ok, allez. Comme ça, je vais aller faire mes courses avec la voiture. Avec le plein en algocarburant. Alors comment un moteur réagit lorsqu'on lui injecte de l'algocarburant?
Ben là, maintenant, le moteur récupère le biocarburant ici, qui circule dans le moteur. Vous voyez, ben, ça fonctionne très bien, hein, parfaitement. Maintenant que nous avons démarré la voiture avec de l'algocarburant, c'est parti pour un tour. Ça fait déjà maintenant un petit moment qu'on produit ce biocarburant à partir de microalgues et on en a produit quelques centaines de litres et ça marche parfaitement. L'algocarburant, ça roule, mais il est loin d'être disponible pour tous à la pompe. En France, on n'est pas encore dans la phase de production industrielle de cet algocarburant. Et cette production industrielle ne peut se faire que par un accompagnement politique de l'État ou de l'Europe. Les scientifiques estiment qu'il faudra attendre une décennie avant l'arrivée de l'algocarburant dans les stations-service. Pierre Caléja conserve donc une longueur d'avance. Je suis maintenant en compagnie de Clémence Poston. Bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes ingénieur à l'Institut de technologie de Karlsruhe et vous travaillez sur les microalgues. Tout à fait, oui. Quand pensez-vous que l'on trouvera ces algocarburants à la pompe? Pour l'heure, il faut bien reconnaître qu'il n'existe encore aucune usine à microalgues rentable qui soit en mesure de produire un carburant compétitif sur le marché actuel. Concrètement, on est clairement incapable aujourd'hui de produire des algues à 50 centimes le kilo ou le litre. Dans certains pays, notamment les États-Unis, il existerait certains systèmes qui y parviendraient, mais ils ne sont pas transposables à grande échelle. La route est donc encore longue avant que les prix ne baissent. Et justement, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui une industrialisation de la production qui rendrait le produit moins cher? Certains pensent qu'il faudrait se concentrer sur les bioréacteurs. En effet, les algues ne poussent pas simplement dans les champs, il faut les cultiver dans des cuves en verre fermé. Ces tubes sont petits, mais il faut s'imaginer des cuves bien plus grandes. Le problème, c'est que celles-ci sont coûteuses. D'autre part, les algues sont en effet de petites plantes qui ont besoin de dioxyde de carbone. Cela plaît aux politiques qui disent « elles absorbent le CO2 ». Mais pour les ingénieurs, c'est avant tout un casse-tête. Où les chercher ? Comment injecter? Cela nécessite une demande d'énergie supplémentaire ainsi que l'installation de canalisation et au final, on consomme plus d'énergie qu'on en produit. On va donc devoir se surpasser afin d'améliorer ce point. Et est-ce qu'on peut imaginer utiliser ces algocarburants pour faire voler les avions? L'industrie aéronautique connaît à l'heure actuelle un véritable engouement pour les algocarburants. Car si les voitures peuvent rouler à l'électricité, à l'hydrogène ou que sais-je encore, ce n'est pas le cas des avions, pour lesquels un carburant liquide est impératif. L'industrie aéronautique est donc actuellement le moteur de la recherche sur ce biocarburant durable issu de microalgues, car les avions ne peuvent se passer d'un carburant liquide. Voilà pourquoi la recherche sur la technologie des algues a récemment connu un coup d'accélérateur. Quelques vols de démonstration ont déjà été payants, par exemple il y a 2 ans à Berlin avec un petit avion, mais aussi des Airbus et d'autres appareils. Cet avion avait seulement un réacteur qui fonctionnait à l'algocarburant, nous avançons petit à petit. Et il a volé sans accroc. De plus, ce biocarburant possède des propriétés très satisfaisantes. Par exemple, rester liquide à moins 40 degrés Celsius. Il possède toutes les propriétés attendues et il tient toutes ses promesses. Les algocarburants ont du succès sur Internet. Un lycée américain a même mis en ligne une vidéo pour apprendre aux élèves, mais aussi à tous les internautes, à fabriquer de l'algocarburant soi-même. Beaucoup d'internautes croient que l'algocarburant sera un jour capable de détrôner le pétrole. Ils tentent de construire eux-mêmes de véritables algoréacteurs. Les structures, bien qu'assez complexes, permettent de produire de la biomasse grâce à la fermentation d'algues. Le site Instructables, très prisé des communautés de makers, propose de nombreux tutoriels. Avis aux bricoleurs. Est-ce que la production d'algocarburant est suffisamment simple pour que je puisse imaginer en fabriquer moi-même dans mon garage? En principe, oui. Nous en fabriquons également avec nos étudiants, et le reportage que nous avons vu le montre bien. On peut cultiver des algues chez soi, dans un aquarium, en petite quantité, naturellement ou dans des plus grands établissements. C'est ludique pour les élèves et cela fait partie de nos travaux pratiques. Ce n'est pas sorcier. Il faut suivre un certain protocole, mais il n'y a rien de plus simple. Ça veut dire que je pourrais remplir le réservoir de ma voiture avec ma propre production?
On devrait pouvoir le faire. Si j'avais un grand champ ou autre chose, ou une grosse unité de production sur le toit, je pourrais installer des photoréacteurs et m'amuser à faire mon propre algocarburant. Il y a en effet des gens aux États-Unis, en Australie, qui font rouler leurs voitures avec des algocarburants. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et vous pouvez réagir évidemment sur le hashtag de l'émission ainsi que sur arte.tv/futurmag. Nous allons maintenant évoquer une innovation consacrée à l'homme et sa santé. Chaque année, des milliers de patients sont opérés avec l'aide de robots chirurgiens, mais saviez-vous que l'un des plus performants d'entre eux a été conçu par un Français? Bertin Naoum, c'est son nom, a mis au point un robot qui opère le cerveau avec une fiabilité et une précision sans égale. Voici le portrait de ce pionnier de la robotique médicale. La robotique chirurgicale en Europe a trouvé son guide. Il est français, il s'appelle Bertin Naoum. Né il y a 44 ans au Sénégal de parents béninois, son parcours force l'admiration. À l'âge de 8 ans, il perd ses parents. Ce deuil, il l'affronte et se bat pour donner vie 30 ans plus tard à MedTech, une société cotée en bourse spécialisée en robotique médicale, un domaine en pleine expansion depuis les années 90. Ces robots aident au traitement de la maladie de Parkinson, de l'épilepsie et de certains cancers. Un prestigieux classement canadien le décrit comme l'une des personnalités les plus innovantes au monde, aux côtés de Steve Jobs et de Mark Zuckerberg. Comment le jeune Bertin, orphelin, est-il devenu pionnier de la robotique chirurgicale? Au début des années 70, toute ma famille est venue s'installer en France, en région lyonnaise. Et donc moi, c'est comme ça que j'ai atterri en France, alors que j'avais à peine 1 an. D'un point de vue professionnel, il m'a fallu beaucoup de temps, comme beaucoup de jeunes encore aujourd'hui, avant de vraiment trouver ma voie. C'est la voie des sciences et des mathématiques qu'il suit. Un master de robotique en Angleterre et un diplôme d'ingénieur à l'INSA à Lyon en poche, il découvre que la robotique peut sauver des vies. J'ai participé à un projet de fin d'études en collaboration avec l'hôpital neurocardiologique de Lyon. Et cette immersion dans le secteur de la santé, à travailler aux côtés de chirurgiens, d'infirmières, etc., a été une vraie révélation pour moi et a suscité une vocation. Au-delà d'une vocation, Bertin Naoum a surtout un instinct. Pour lui, l'avenir de la médecine, c'est la chirurgie mini-invasive, une technique consistant à réduire la taille des incisions au maximum. Pour les patients, c'est moins de douleur, moins de risques d'infection, moins de saignements et des temps de récupération plus rapides. Contre toute attente, ces idées ne trouvent pas écho. Alors, il décide de créer sa société. En 2002, MedTech est née. L'entreprise, basée à Montpellier dans le sud de la France, donne naissance 6 ans plus tard à un robot. Et c'est une fille, Rosa. Le principe d'utilisation du robot Rosa est en 3 phases. Il y a une première phase qui va être la phase dite de planification. On va définir sur des images préopératoires du patient, IRM, scanner, exactement ce que l'on souhaite effectuer comme chirurgie. La deuxième phase, c'est la phase de mise en correspondance. C'est une technique automatique, sans contact, par laser, au terme de laquelle le robot va tout simplement apprendre lui-même où est le patient par rapport aux images préopératoires. Et la troisième phase, c'est la chirurgie. Rosa est tout simplement comme un GPS pour le conducteur d'une voiture. Le chirurgien lui indique où il veut aller et Rosa lui propose le meilleur chemin pour y arriver. Rosa ne remplace pas le chirurgien, il l'assiste. Depuis 2008, le robot a été utilisé dans plus de 1200 opérations dans une vingtaine d'hôpitaux dans le monde, comme ici, à Vogtareuth, près de Munich, en Allemagne. Le centre hospitalier s'est doté du robot en août 2011. Bertin Naoum a fait le déplacement. Il va assister à la pose intracrânienne d'une douzaine d'électrodes sur un jeune épileptique. C'est toujours un plaisir de pouvoir assister à des chirurgies comme ça et voir de façon très concrète la façon dont nos robots sont utilisés.
Le docteur Manfred Kudernach est le chef du département de neurochirurgie de la Schön Klinik. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes le bienvenu. Il opère aujourd'hui un enfant souffrant d'épilepsie pour la première étape de son traitement. La pose d'électrodes, une opération servant à délimiter la zone malade. Cela démarre dans le bureau du chirurgien pour l'étape de planification. Le docteur Kudernach, entouré de toute son équipe, saisit dans le logiciel du robot la position exacte des électrodes à placer à partir des scanners du patient. Direction le bloc opératoire pour la deuxième étape de localisation avant l'intervention. Hello, guten Tag. Hello, excuse me. Le patient aujourd'hui est un jeune homme de 14 ans. Il souffre d'une épilepsie pharmacorésistante. On suppose qu'il y a une dysplasie corticale sur le côté gauche. Nous allons couvrir cette partie-là d'électrode avec le robot. L'épilepsie est une maladie neurologique chronique provoquée par des troubles de l'activité électrique du cerveau. Les électrodes posées ici serviront à enregistrer l'activité du cerveau afin de localiser précisément la zone défectueuse. Cette zone est appelée foyer épileptique. Elle sera extraite plus tard au cours d'une seconde opération. Une fois la mise en correspondance, la localisation du patient terminée, le guidage peut être lancé. Donc le chirurgien va sélectionner l'une des trajectoires qui a été définie et le robot va positionner automatiquement un guide à l'endroit précis et en accord avec la planification. Ensuite, le chirurgien va pouvoir insérer un instrument, une électrode, une aiguille à biopsier, un endoscope, à l'endroit précis tel que cela a été défini sur les images préopératoires. Lorsque l'on met cette électrode sans le robot, on a besoin d'au moins 20 minutes, alors qu'avec Rosa, seules 8 minutes sont nécessaires. Avez-vous eu l'occasion de revenir en arrière et d'opérer de manière classique pour ce genre d'approche chirurgicale? Non, je ne ferai plus ça. Ça me prendrait trop de temps. C'est sous les yeux de Bertin Naum que l'opération se termine. Tout s'est très bien passé. C'est presque un petit peu l'aboutissement de tous nos développements, cette occasion de pouvoir voir ce que font nos machines en conditions réelles. Nous ne sommes que des ingénieurs et donc on a besoin absolument du feedback et du retour des utilisateurs et des chirurgiens afin de pouvoir adapter nos technologies à leurs besoins. Mission accomplie pour Bertin Naum. Retour à Montpellier pour voir le dernier né de la série, Rosa Spine. Ce robot dédié aux interventions de la colonne vertébrale possède un système de suivi en temps réel, appelé tracking. Le chirurgien peut ainsi faire face aux mouvements involontaires du patient, dus notamment à sa respiration. L'un des développements majeurs que nous avons dû intégrer, c'est un système de suivi qui va faire en sorte que le robot va suivre en temps réel les déplacements de la colonne vertébrale. C'est ce que l'on voit ici. Le robot va se déplacer de façon à ce que la position de l'instrument soit toujours la même. La sécurité est à son maximum. Ce nouveau système dit de tracking est vraiment révolutionnaire. Mais jusqu'où ira Bertin Naum? Après la chirurgie crânienne, la chirurgie de la colonne vertébrale, je suis absolument convaincu qu'il y a plein d'autres domaines de la chirurgie qui sont potentiellement concernés par la robotique. Et j'ai bien sûr un certain nombre d'idées, mais wait and see. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission, mais n'attendez pas une semaine pour nous retrouver. Connectez-vous sur le site de Futur Mag, vous y retrouverez les meilleurs moments de l'émission ainsi que des contenus inédits. Salut, und bis bald!